Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Super Friends. C'est dans cette émission qu'on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture bande dessinée par leur travail. Et vous le savez, quand on n'est pas en train de lire des comics, on aime bien aller défricher les contrées de la bande dessinée faite chez nous en France. Et surtout, on s'intéresse aux jeunes auteurs qui émergent, aux jeunes auteurs et aux jeunes autrices. Et vous savez que ça fait pas mal d'années que nous, on vous parle du label Combo qui fait émerger des voix absolument talentueuses. Donc un label qui est aux éditions d'Argo. Et donc dans cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Neb qui vient de sortir en tout début d'année 2026 sa première bande dessinée qui s'appelle Gorm. Neb, tu es sur First Print, bienvenue à toi. Merci, bonjour. Tu es content? Oui, je suis très content. C'est ton baptême de podcast ou t'as déjà fait des podcasts avant? J'ai déjà fait des tout petits podcasts, ouais. Mais j'en ai fait peut-être 2-3 max, un truc comme ça. Donc je ne suis pas le premier. Et non. Voilà, moi je suis triste. Je suis vraiment très triste. Tu seras peut-être le meilleur. On n'essaye pas, mais j'espère surtout que je serai intéressant et que déjà ce sera un exercice qui sera plaisant pour toi, mais surtout que celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, vont pouvoir un peu découvrir qui tu es, ton travail. On va un peu retracer ta carrière naissante et puis parler de Gorm en long et en large. Mais avant toute chose, faut revenir au début. T'étais lecteur de BD avant de devenir auteur de BD, j'imagine. Ouais, carrément. J'en lis depuis toujours. Moi, quand j'étais petit, mon père, il me lisait pas des livres, il me lisait des BD, souvent, avant de dormir. Donc j'en ai toujours lu, en fait. Mais j'ai lu tout type de BD. Je pense que j'ai commencé, comme tout le monde, avec du franco-belge un peu classique. Spirou. Non, pas trop Spirou. Astérix, pas mal. J'ai lu beaucoup de Cédric. Je crois que c'est ma première collection de BD à moi. Et après, plus vieux, j'ai lu des trucs comme L'Enfeust et compagnie, beaucoup de trucs de Soleil, Samouraï aussi, je crois, à une époque. Et après, je passe au manga et je suis revenu à la BD. C'était quoi un peu dans le manga Les mangas, le premier que j'ai lu, c'était Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je me rappelle plus. J'ai lu Death Note, mais que des classiques en fait, des trucs assez. Oui. J'ai lu Satan 666 aussi. Je crois que c'est un des premiers que j'ai pu finir, avoir tous les tomes. Ça, je connais pas du tout. Hein. Je crois que c'est le frère du mec qui fait Naruto. Ok. Il me semble. C'était ce qui était sur le bandeau. Ouais. Il me semble que c'est ça parce qu'il était beaucoup critiqué. Il me semble, j'ai des souvenirs comme ça qu'il était beaucoup critiqué parce que ça ressemblait beaucoup à Naruto dans la forme et tout. Ouais. Faut. Il dit c'est mon frère donc c'est normal. C'est pour ça. Ouais. faut copier un petit peu. T'as fait des études spécifiques dans l'art pour devenir auteur de BD parce que si t'es grand lecteur, la question que je pose aussi souvent c'est de savoir t'es lecteur certes, mais est-ce que t'avais une envie de faire de la BD très tôt ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard? Ouais, moi j'ai toujours voulu faire de la BD, je pense. Après, j'ai réfléchi, tu vois, à d'autres tafs plus facilement accessibles dans le dessin, mais j'ai pas vraiment trouvé. Du coup, après le lycée, j'ai fait les Beaux-Arts à Saint-Étienne. Pendant 3 ans, ça s'est pas hyper bien passé. Est-ce que c'est parce qu'aux Beaux-Arts, ils méprisent la bande dessinée ou pas? Ouais, pas mal. Mais en fait, les Beaux-Arts, c'est un endroit particulier. En tout cas, ceci, la première année, c'était pas mal parce qu'on expérimentait plein de trucs. Je pense que j'étais juste pas au bon endroit aussi parce que moi, j'avais des potes qui étaient très bien là-bas et c'est spécial quoi. Et après oui, il y a un certain mépris de la bande dessinée et je pense qu'il y avait pas mal de profs à l'époque où j'y étais qui étaient c'était pas des gens qui avaient envie d'être profs quoi, c'était des gens qui avaient un taf alimentaire et ça les faisait chier d'être là et ils avaient pas envie de transmettre ou quoi. Mais en fait je regrette pas parce que je me suis quand même pas mal fait chier dessus pendant les Beaux-Arts et je pense que ça m'a un peu forgé quoi. Et donc au bout des 3 ans j'ai eu une espèce de révélation de me dire mais en fait c'est pas du tout là que tu dois être, faut que tu te barres. Et du coup j'ai trouvé une école sur Strasbourg qui s'appelle l'Iconographe. Et ça c'est une école qui est récente ou pas? Non, mais elle est pas très grosse cette école, mais elle est assez ancienne ouais. Avant je crois qu'avant c'était à distance mais je sais plus trop. D'accord ouais. Et donc là ça t'a pris combien de temps en fait 3 ans l'Iconographe. Et t'apprends quoi dans une école comme ça? Parce qu'en fait j'ai jamais trop pu parler de ça avec des gens parce que souvent quand c'est des auteurs qui sont plus vieux c'est plus lointain donc c'est peut-être plus difficile de s'en souvenir. Après je vais pas te rappeler que t'es jeune pendant toute l'émission mais c'est peut-être encore un peu plus frais chez toi. Alors maintenant je pense que ça a beaucoup changé, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai beaucoup de potes de l'école qui sont profs là-bas maintenant. Okay. Mais on apprenait un peu tout en fait, je pense que ça dépend un peu des profs qui viennent et tout, mais on apprenait à faire de l'illustration, de la commande parce que aujourd'hui je sais pas trop si c'est encore trop jouable mais il y a beaucoup de gens qui
font de la BD et à côté ils font de l'illustration jeunesse. C'est un peu plus rapide et ça permet de faire rentrer un peu des sous, quoi. Donc on faisait des trucs comme ça. On a fait beaucoup de bandes dessinées en vrai dans différents cours avec des thèmes. Souvent c'était un petit nombre de pages à faire avec un thème particulier. Et voilà. Et surtout, moi, l'année dont je me rappelle qui est la plus importante, je pense que c'est la 3e où là on a monté nos premiers dossiers, quoi. Où là on a bossé des trucs à envoyer aux éditeurs, quoi. Donc on en avait. En fait, il y avait 3 projets principaux. Il y avait un book pour démarcher des trucs d'illustration, donc par exemple faire des affiches pour des festivals ou comme j'ai dit de la jeunesse dans des magazines, des trucs comme ça. Il y avait un projet, c'était un projet d'adaptation. Et donc on n'écrivait pas le scénario, mais on devait adapter un truc. Et le dernier, c'était un truc où on écrivait tout. Et du coup, à la fin des 3 ans, normalement, on sortait avec un dossier qu'on pouvait envoyer directement aux éditeurs pour tenter d'être publié, quoi. Oui, parce que c'est pas un fake dossier, quoi. C'est vraiment un projet sur la base de quelque chose que si on te l'acceptait, tu dirais pas ah bah mince, non, c'était juste pour essayer. Alors dans l'idée, oui. Après, le problème, c'est que vu qu'on a tous appris dessus, j'ai beaucoup de potes qui ont fait ça et au final, j'ai un pote en particulier, il a été pris avec son dossier et finalement, il a dit non, mais en fait, je veux pas le faire et du coup, il a présenté autre chose et ça a fini par payer. Mais genre normalement, en théorie, t'es censé, pouvoir le présenter vraiment, quoi. Et ils vous disent, quand vous faites ce genre d'école, ils vous préparent aussi un peu à la difficulté que ça peut être d'exercer ce métier et avec tout ce que ça implique dans les démarches, dans la confection du dossier, du coup, là, vous le voyez, mais dans toutes les démarches que ça peut avoir sur les droits d'auteur, sur gérer son contrat avec un éditeur. Ça, on en a eu un peu, quelques cours, on avait eu 1 semaine de cours sur mais le problème de ces trucs-là, c'est que je trouve que pour vraiment comprendre, faut le vivre, en fait. C'est-à-dire que moi, je me rappelle avoir été hyper attentif pendant le cours de négo et tout ça. Et en fait, une fois que t'as le contrat dans les mains, c'est plus du tout pareil, t'as tout oublié, parce que tu sais, c'est pas concret, t'as pas un vrai truc. Et puis moi, le contrat, il est arrivé un peu plus, 1 ou 2 années après, donc après la sortie, donc oui, ils essaient de nous préparer. Après, je trouve qu'il y a des trucs, en fait, faut le vivre, quoi. C'est pareil, un des trucs les plus difficiles, moi, que j'ai trouvé, c'est arriver à se mettre à bosser tout seul, démarcher tout seul. Pas glander toute la journée chez toi, te forcer à bosser parce que t'as plus personne qui te dit quoi faire. Et ça, en fait, on peut pas vraiment te l'apprendre, quoi. Il y a un moment, faut que tu te retrouves confronté à ça et puis voilà, quoi. C'est quand que tu sors de diplômé de cette école? Je sais plus, putain, tu vas me demander des dates, je veux pas te sortir. Non, mais l'année, hein, pas. J'aurais pas l'année, je sais plus. En fait, donc, c'est quoi? Genre, non, mais j'y arriverai pas. Ça fait peut-être, je sais pas, 7 ans, un truc comme ça. Ok. Parce que quand on regarde sur ton profil Instagram, vous avez le lien dans la description de ce podcast si vous voulez vous abonner à NEP, placement. Il y a une BD que tu fais en 24 heures, un Old Man Spirou, qui date de 2017. Donc c'était pour voir si tu étais déjà sorti d'école à ce moment-là ou si tu avais déjà commencé. Là, j'étais à l'école, c'est sûr, parce que je l'ai fait avec mes potes de l'école. Et je sais plus en quelle année on était. C'était peut-être la dernière, c'est possible. C'était les 24 heures de la BD, ça. Ouais. Et mais je me demandais parce que Old Man, moi dans le comics, Old Man c'est un classique en fait. De prendre Old Man Logan, et il y a plein de versions vieillissantes de personnages qui existent et c'était juste aussi pour voir si tu lisais un peu de comics aussi, ou si t'en avais lu pour avoir cette inspiration là ou si c'était juste un concept. C'était je sais pas, mais à cette époque peut-être il y avait eu le film qui était sorti, je me rappelle plus. 2016, il y avait Logan qui était sorti. Mais en tout cas, j'avais lu le comics plus jeune. J'en ai lu un peu des comics. C'est pas, en fait. Alors maintenant, je dirais que le comic, j'en lis peu, mais souvent, c'est souvent des artistes que j'adore vraiment. Mais à l'époque, j'en avais lu un petit peu. J'avais lu des trucs genre Kick-Ass ou Old Man Logan, j'avais lu. J'avais lu, c'est quand Nemesis peut-être? Oui, Nemesis, ouais, tout genre de Mark bien Millar. Trash, ça m'avait marqué. Tu t'es fait un bon run Mark Millar, en fait. Là, ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est à l'époque où les films, ils étaient sortis. J'étais en mode, vas-y, ça m'intéresse. J'avais lu Sin City aussi. Sin City, c'était une de mes grosses refs principales quand j'étais rentré à l'école et tout. Donc j'en avais lu un peu, mais c'est plus les gros classiques, quoi. Je vais pas trop suivre des longues séries ou des longues runs de super-héros, trucs comme ça j'y connais pas trop, quoi. C'est pas grave. Tu meurtris mon cœur un petit peu, mais c'est pas grave du tout. Donc donc on va dire que c'était il y a 10 ans grosso modo que tu finis l'école. Alors là, c'est là où tu arrives vraiment sur le marché du travail. Comment ça se passe pour toi? Alors la première année, déjà je me sens pas prêt, donc je fais du fanzine, des petits projets comme ça pendant 1 année à peu près, et après je crois que si c'est comme ça dans l'ordre, je crois que après je passe 1 an à me foutre sur Gorm. Je passe 1 année à l'écrire et en fait j'apprends tout là parce que le truc c'est qu'à l'école, encore une fois, c'est que 3 ans, la plupart des formations elles sont quand même plus en 5 ans.
Et du coup, on avait appris du scénar, mais on n'avait jamais pu, tu vois, aller au bout d'un scénario aussi long, quoi. Même quand on avait monté les projets, ils nous avaient fait faire un résumé de scénar, en fait, que tu mets dans le dossier, mais on n'a jamais écrit, tout dialogué, machin. Et là, vraiment, pendant 1 an, je fais ça. Et je sais plus si ça me prend une année ou... Je sais plus si ça me prend une année avec les démarches ou pas. C'est trop dans ma tête, je me rappelle plus. Mais en gros, parce qu'après, les démarches ont pris aussi beaucoup de temps. Parce que j'ai vraiment... Moi, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, donc j'ai pas fait comme beaucoup qui envoient à tous les éditeurs en même temps. Moi, j'ai envoyé un ou deux, j'attendais les retours. Si j'avais la chance d'en avoir, j'améliorais le dossier, je renvoyais et ainsi de suite. Donc ça a pris vraiment des plombes parce que des fois, t'attends plusieurs mois pour avoir des réponses, quoi. Et quand tu fais du fanzina, c'était comment on rentre en fait dans le fanzina? C'est facile? C'est quelque chose qui est facile? C'est quoi? C'est de l'auto-édition alors? Moi, il y a eu 2 trucs principaux. Il y a un premier, c'est que j'avais pu être invité à un petit festival du livre et j'avais rien à vendre. Donc j'avais fini des petits projets que j'avais de l'école que j'avais rebossé pour en faire des petits fanzines, quoi. Et arriver avec quelque chose, quoi. Donc il y avait eu ça. Après il y avait eu c'est pas vraiment du fanzine, c'est la librairie Expérience à Lyon qui sortait un bouquin avec plein de petites histoires dedans. Et du coup ce fanzine, j'avais pu le finir dans cette compile. Et après il y avait un fanzine, d'ailleurs qui sont toujours en activité, grossit de plus en plus, c'est Turbo Time Travel. Ouais, à Nantes. Ouais, et donc eux en fait j'aimais bien pas mal d'artistes qui étaient dedans. Et j'en avais contacté un, c'était rigolo parce que j'en avais contacté un, il m'avait dit c'est pas moi qui m'en occupe, et genre 2-3 jours après, alors qu'il l'avait pas dit, il m'avait contacté, les autres du magazine m'avaient contacté pour me proposer de venir faire dedans. Donc j'avais fait là-dedans, quoi. Donc moi ça fait un peu par hasard, je peux pas dire que je suis un très grand spécialiste du fanzine, quoi. Mais c'était des histoires à chaque fois que tu faisais tout seul, ou est-ce que tu t'es mis à travailler aussi avec un scénariste? Ça dépend lequel. En fait, celle que j'ai fait toute seule, la première, je l'avais fait avec un copain de l'école. En fait, c'était un de mes projets et lui m'avait aidé à le retravailler. Donc on était un peu co-scénariste, mais c'était quand même plutôt lui sur cette nouvelle version. Et il y avait un sur Turbo Time Travel que j'avais fait en binôme et un autre que j'ai fait tout seul. Enfin d'autres, non plus, j'en ai fait plus en fait. Il y en a 1 ou 2 autres projets que j'ai fait solo. Et ça va, c'est pas trop difficile de s'accorder avec un co-auteur? C'est un autre exercice. Moi, j'aime les 2 exos. En fait, il y en a, être tout seul, alors sur du fanzine, c'est moins le cas parce que c'est quand même moins difficile, mais être tout seul, c'est être le maître de tout. Mais du coup, le jour où tu as la flemme, le jour où t'as pas d'idée, le jour où tu bloques, c'est l'enfer parce que t'es tout seul, quoi. Et à contrario, quand t'es en binôme, du coup, tu peux te booster les uns les autres. Moi, je sais que c'est un truc qui me motive beaucoup, en fait, d'avoir quelqu'un avec moi aussi. C'est-à-dire que je me dis, je peux pas glander, tu vois. Il y a quelqu'un qui dépend aussi de moi. Et du coup, c'est plutôt cool. Mais il y a des fois, tu te prends la tête parce que t'es pas d'accord et il faut débattre. Et des fois, t'es un peu saoulé la fin de la journée parce que t'as dû. Mais bon, ça donne d'autres trucs, quoi. Et t'envisages un peu le fait d'avoir des publications dans un fanzine aussi comme une façon de faire ta promotion aussi, même d'être remarqué, parce que tant que t'as pas ta première BD, alors certes tu peux aussi poster des dessins sur Instagram, et j'imagine que vraiment aujourd'hui Instagram c'est un réseau social qui est ultra important pour quiconque dessine, en fait, quiconque est un peu dans un milieu visuel. Mais est-ce que le fanzine, tu sais que si ça peut apporter aussi de la visibilité ou pas, ou te forger un lectorat? Moi j'y crois pas trop en vrai. En fait je pense que je sais pas, le fanzine c'est tellement des ventes, je sais pas combien ils en ont fait sur Turbo. Là ils sont plus gros maintenant, donc il faut quand même des tirages qui sont presque équivalents à peut-être des petites maisons d'édition, des toutes petites maisons d'édition, mais à l'époque je sais pas combien il y en avait, je sais pas si c'est tant que ça. Et puis t'es dans un truc collectif, donc peut-être que ça m'a apporté quelques personnes, mais je pense très peu en vrai. Et moi ce que j'ai fait en solo, c'est pareil, c'est un lectorat. Moi je crois que j'avais fait un tirage à 100 exemplaires, tu vois, j'ai tout vendu, mais bon, c'est 100 personnes, quoi. C'est pas un lectorat, 100 personnes presque, j'ai envie de dire. Et moi en fait j'avoue que je crois pas trop. Enfin, je pense que Instagram par exemple c'est jouable, mais Instagram faut vraiment jouer le jeu, et c'est presque un autre boulot, quoi. Mais moi, comme j'ai fait de publier mes dessins et tout, franchement, je trouve que ça n'apporte rien, quoi. Ou pas par rapport au travail que ça demande, quoi. Et tu sais pas s'il y a une forme de corrélation entre le nombre d'abonnés que tu peux avoir sur une plateforme et le nombre de personnes qui vont te suivre après pour lire ta bande dessinée?
Bah, j'imagine que de toute façon, plus t'as de gens qui te suivent, plus t'as de chances que ces gens-là achètent un jour ta BD. Mais le truc, c'est que ça dépend de tellement de choses. Moi, je pense que j'ai pas mal de gens qui me suivent aussi sur Insta qui sont pas français, par exemple. Donc, qui vont pas acheter mon album parce qu'il est qu'en français pour l'instant. Enfin, tu vois. Donc, je pense que ça dépend de plein de choses. Après, il y a des gens, des amis à moi qui ont, tu vois, fait des crowdfunding ou des trucs comme ça. Donc, c'est possible. Mais ces gens-là, quand je les vois faire, c'est des gens qui sont hyper balèzes sur les réseaux, quoi. Ils savent vachement bien entretenir leur relation et enfin la relation avec leur public, donner des infos et tout, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que c'est aussi d'autres types de compétences en fait. Bah c'est ça, ouais, c'est un autre boulot, quoi. Ouais, de savoir se gérer. Toi, c'est même pas quelque chose qui t'a à un moment tenté de faire le crowdfunding. Si, de fou. Mais moi en fait j'ai eu envie de tout faire, moi. Ah oui, moi j'ai choisir. Ouais, mais non, mais en fait c'est juste qu'il y a un moment tu te dis ah ouais, mais en fait le crowdfunding ça paraît être un peu la solution miracle, tu gagnes tous les sous, mais en fait c'est un taf de monstre. Si tu regardes les nombres de ventes qu'ils font, elles sont vraiment pas très hautes. Par rapport à, en fait, les ventes en crowdfunding, c'est un échec monumental en édition classique, quoi. Ouais. La plupart du temps. Donc en fait, c'est un autre rapport. Ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, quoi. C'est d'autres choses. Et moi, en fait, plus j'avance, plus maintenant, je suis en mode, mais en fait, ce que je veux faire, c'est des BD, quoi. J'ai pas envie de me faire flic à faire de la promo et à m'occuper d'un stock et à passer des semaines à faire des envois et rien que là, tu vois, on est dans l'expo. J'ai dû m'occuper d'empacter un peu des planches, choisir lesquelles. Ça m'a pris des plombes. C'est pas ton taf. Non, ça me saoule. Ça m'intéresse pas, quoi. C'est pas vraiment ça, quoi. Ouais. Et pour revenir juste un peu sur ton style, juste sur le style que t'as avec un trait assez rond, un peu cartoon animation sur les bords. Que pour celles ceux qui m'écoutent, je mettrais, c'est un mix entre ce que Chrome fait, l'auteur de Bird King, et Fantôme Fâché de Aurélien Fernandez, je crois. Il y a vraiment une sorte de croisement entre les deux. Ok. Avec non, mais tu vois, parce que je vois. Tu as un petit style rond comme ça qui pourrait être très sur de la BD comique, mais en même temps, pour l'instant, en tout cas, dans cet univers-là, t'es quelque chose de très sérieux. Ouais. Et même sur d'autres BD que t'as fait, je crois que t'es toujours quand même dans une approche assez sérieuse, en fait. Quand c'est moi qui dessine, ouais, c'est souvent assez, ouais. Ou alors si c'est de l'humour, c'est de l'humour un peu sombre, quoi. C'est pas genre. Et je voulais savoir un peu, ouais, si t'avais des inspirations, comment t'as trouvé ce style-là qui te convient maintenant. En fait, un des moments marquants dont je me rappelle, c'est en deuxième année à l'Iconographe, justement. Donc j'avais expérimenté plein de styles, notamment un style plus proche du Grand Méchant Renard. Je sais pas si tu vois. Non, je connais hélas pas tout. Ou Trondheim, tu vois Trondheim, ouais, genre tu vois des dessins un peu plus naïfs avec de l'aquarelle, tu vois un peu lâché et tout. Et j'expérimentais beaucoup des trucs comme ça. Et en fait, à côté de ça, j'avais un style beaucoup plus fermé avec une couleur à l'ordi. Et en fait, c'est arrivé un moment où je me suis dit bon, l'année prochaine, on va monter les dossiers, comme j'ai dit. Il faut que ces dossiers, je puisse les présenter à des éditeurs, donc que j'ai un style qui soit suffisamment calé pour être éditable. Et je choisis quoi. Et en fait, j'ai fait un peu une petite liste presque de chaque côté. Et je me suis dit, en fait, le trait au noir et tout, je préfère. Je suis plus à l'aise. Et surtout, la couleur, je suis une grosse brêle. Donc, en fait, la couleur directe à l'aquarelle, j'y arriverai pas. En un an, c'est impossible, j'y arriverai pas. Donc, je vais partir sur la couleur numérique et je suis parti là-dessus, quoi. Et à la base, donc moi, ma grosse ref, c'était Miller, ce que je te dis sur Sin City. Sauf que, en fait, les masses de noir, et c'est un peu le truc qui m'a fait... on m'a fait découvrir des artistes après, c'est que à un moment je me suis dit en fait les masses de noir je ne suis pas assez bon en dessin pour faire des ombres juste pour avoir beaucoup de masses de noir grâce à des ombres, donc j'ai commencé à foutre des masses de noir sur des éléments genre un pantalon, des arbres comme il y a beaucoup, tu vois, sur des éléments comme ça précis qui bougent pas en fait, et du coup j'avais quand même ce rapport de masse de noir. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, là on m'a parlé de Mignola, on m'a parlé de Bruno. Bruno, on m'a beaucoup comparé à lui, et c'est marrant, depuis que j'ai sorti l'album, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est qu'on fait que me parler de Chrome. Ouais. Alors que Chrome, c'est pas du tout une référence, je connais son travail et tout, mais c'est pas une ref. Mais du coup, oui, il a sorti, en plus, je crois que le tome 3 de Bird King, il y a une couverture rose et tout, donc ça ressemble vachement. Mais du coup, c'est marrant. Mais du coup, voilà, je pense que c'est Bruno, Mignola beaucoup. Bruno, j'ai moins copié parce qu'on m'a très vite comparé à lui. Et je me suis dit, si je commence, quand je dessine un truc, à ouvrir le bouquin à côté pour essayer de peut-être piquer des trucs, c'est fini, on va me... Donc par contre, Mignola, il y a plein de fois, j'ai dessiné en ouvrant un bouquin, un Hellboy à côté de moi. Puis c'est mieux de te comparer à des Américains qui sont très très loin, plutôt qu'à l'auteur à côté duquel tu peux être en festival, ouais. et qui viendrait dire,
c'est toi qui me copie là? C'est toi Neb là? Non, bah, je l'ai rencontré, il a un dessin à moi, il dit c'est bon, il m'a pas cassé la gueule. Bon, alors, il est sympa, ça va. Alors ça va. On va parler de Gorm maintenant. Ouais. Parce que tu expliquais sur tes réseaux que c'est un projet qui naît de God of War, mais pas du God of War récent, mais des tout vieux God of War. Parce qu'effectivement, donc dans Gorm, c'est Gorm le gaucher, donc c'est un berserker, quoi. C'est un grand être comme ça qui a plus qu'une épée à la place de la main droite. Et oui, vu qu'il est gaucher. Bah, il est gaucher. Il peut plus utiliser sa main droite. Je suis con. Bah, c'était dans le titre. Mais qui, en fait, est avec sa petite fille, Asta, en fait, très protecteur. Et, en fait, bon, il y a un événement initial où il va tuer quelqu'un et être pourchassé par les autres membres de la tribu de cette personne qui vient de tuer. Donc, ça, c'est le concept de base. Et donc, ouais, tu dis sur un post que ça vient de God of War. Et en fait, quand tu dis ça, tout le monde peut s'imaginer la version moderne. En fait, quand Santa Monica a relancé le jeu avec c'est Atreus? Ouais, je crois que c'est ça. Je l'ai pas fait en fait. Tu l'as pas fait, mais c'est ça, mais parce qu'en fait, c'est pas du tout ça. Non. En fait, effectivement, t'as ce côté Lone Wolf and Cub aussi, avec ce personnage très puissant et la petite gamine à côté. Enfin, il y a un être beaucoup plus jeune et beaucoup moins puissant. Mais toi, c'est pas cette version-là de God of War, c'est l'ancienne quand Kratos il était tout seul, il faisait que taper des types. Mais en fait, c'est ce que je disais. Je sais plus ce que j'ai mis dans le post. Je crois que c'est Dargo qui a posté ça. En fait, le premier God of War, je l'ai terminé. C'est un des premiers jeux que j'ai dû terminer à 100%, tu vois. Et du coup, tu débloquais des petits bonus, dont des images de character design. Ouais, des concept art. Et donc, il y avait un concept art de Kratos où il avait une espèce de landau dans le dos avec un petit gamin dans le dos, quoi. Et il disait, mais ça devait être vraiment 2 phrases parce que je devais le voir sur ma petite télé cathodique, tu vois, toute pourrie avec, tu vois, 3 pixels. Et il disait qu'en gros, il voulait un contraste entre le gros guerrier mutique, violent et la petite pureté de l'enfant qui vient de naître, quoi. Et j'aimais trop cette idée, mais ça, c'est un truc qui est resté dans ma tête pendant longtemps. Après, j'ai refait un dessin parce que des Vikings, du coup, j'en ai fait pendant longtemps. J'en avais déjà fait en 2e année, notamment en fanzine. Qui est là-bas, qui est déjà le fanzine que j'ai fait avec un pote qui a repris mon univers et réécrit, c'est un truc avec des Vikings. T'as une passion pour les Vikings? En fait non, pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le polar et le western, mais vu qu'on me comparait beaucoup à Bruno qui fait du polar et du western, j'ai fait mais en fait si je fais ça en premier projet, on va me cartonner la tronche, quoi. Donc il y avait ce truc de Viking qui était, parce qu'en fait à la base le fanzine que j'ai fait, je suis jamais allé au bout, il y a une fin, mais je suis pas allé au bout de ce que je voulais faire. Ça devait être un Viking qui se faisait projeter dans le futur et se retrouvait au Far West. Et il y avait déjà ce délire d'une main coupée où il devait avoir une Gatling à la place de la main. Enfin, c'était un truc complètement débile, tu vois, genre on était parti dans un délire un peu. Et en fait donc voilà, et après 3e année, je fais une adaptation. Pour l'adaptation, on nous demande de trouver un roman qui soit libre de droit pour éviter que si on envoie le dossier à des éditeurs, ils nous disent non, en fait les droits coûtent trop cher, on peut pas. Et donc c'est là où j'ai trouvé donc moi je voulais faire un polar mais j'en ai pas trouvé de libre de droit, et c'est là où j'ai trouvé les sagas nordiques. Et dans les sagas nordiques, il y a tout un tas de personnages un peu emblématiques, dont un, je me rappelle plus comment il s'appelle dans la saga, mais dans une des sagas, il y a un perso qui a une épée à la place de la main. Et donc, tu vois, j'ai commencé à repiquer des trucs comme ça. Et c'est de là, en fait, le mix, c'est un mix qui est venu de plein de choses, quoi. Alors, comment est né le projet concrètement? Alors, à quel moment, en fait, ces bribes d'inspiration, ça devient vraiment Gorm, Asta, sa petite fille, et comment l'histoire se construit? Est-ce que d'ailleurs, c'est ces personnages-là? Ou c'est plutôt l'univers ou ce que tu avais envie de raconter sur la nécessité de grandir mais pas trop vite qui t'animait? Comment ça s'est Non, fait? alors moi sur le premier projet, les suivants, j'ai plutôt une thématique maintenant, mais alors lui j'avais pas du tout de thématique. Ce que je voulais, c'était faire moi mon en gros, je fais mon adaptation nordique. Il y a des éditeurs qui sont intéressés un peu, mais je suis pas trop chaud d'aller sur ce projet. Puis finalement ça meurt un peu dans le truc, et je me dis bon, en fait j'ai pas envie d'adapter à une des sagas, je vais faire mon truc à moi en m'en inspirant. Je me mets à écrire, et là j'ai la chance parce que pendant longtemps j'ai cherché un scénariste pour m'écrire ce projet parce que je me sentais pas du tout scénariste, et en fait j'ai pas trouvé. Et un jour c'est juste quand tu dis que t'as pas trouvé, c'est que t'as trouvé des gens et que ça collait pas, ou que t'as vraiment juste pas trouvé? Non, j'ai trouvé des gens, mais en fait à chaque fois qu'ils m'écrivaient des trucs, soit je trouvais ça, en fait je me disais mais j'ai l'impression que je peux faire mieux, ou alors c'était pas comme je voulais, etc. Jusqu'à un moment où j'ai contacté Aurélien Ducoudray,
qui m'a dit mais en fait moi j'ai pas le temps, et surtout il me dit mais fais-le toi quoi, genre, et je me rappelle qu'il m'a dit un truc du style en fait c'est très simple, pour écrire il faut que tu commences à écrire, commence par n'importe quoi. Et en fait cette phrase elle m'a complètement débloqué, et je me suis dit ok bah vas-y j'écris. Et donc j'ai commencé à écrire des bouts de perso que j'avais avec des bouts de scène comme ça. Et du coup vraiment, et donc à ce moment-là il me propose, Aurélien il me dit bah j'ai un éditeur, je pense qu'il pourrait kiffer ton travail, est-ce que tu veux que je lui fasse passer? Alors, moi j'étais comme un ouf, je lui dis bah oui vas-y. Il fait passer mon projet, l'éditeur me propose un autre truc, et moi j'avais déjà commencé à l'écrire, et du coup je refuse le projet qu'il me propose en me disant bah non je suis en train d'écrire un truc, et je lui fais un pitch. Et en gros je lui dis, je me rappelle plus du pitch exact, mais je voulais une histoire très simple, parce que justement en 3e année, le projet que j'avais écrit tout seul, j'avais fait un récit choral polar dans les années 70 où les histoires sont trop croisées et tout. J'en avais chié à fond. Trop compliqué, ouais. Et j'étais en mode bon le prochain faut que tu fasses un truc simple. Et donc, je pars sur mes petites histoires comme ça. Je lui fais le pitch à l'éditeur, et ça m'a sauvé, parce que je lui dis, je sais plus exactement ce que je dis, mais en fait, ce que je voulais, c'était faire un Kill Bill chez les Vikings, quoi. Tu vois, des persos en couleur, un perso qui arrive, il les bastonne un par un, et puis c'est fini. Et donc, je commence à faire ça, et là, il y a encore cette envie de récit choral qui revient, et je commence à avoir plein de persos, et je galère à, tu vois, entremêler les histoires. Et donc je commence à me dire mais non, mais en fait je vais faire un récit choral chez les Vikings et tout, il y aura plein de petites histoires, et je commence et tout, et je galère. Et à un moment je retombe sur le mail que j'avais envoyé où je disais je veux une histoire simple, et je fais mais putain en fait faut vraiment que tu retournes à ça quoi. Et donc là je pète tout, je fais une histoire simple, et ça donne une espèce de V1 de Gorm où c'est grosso modo la même histoire, sauf qu'il y a plus d'adversaires. Là, dans la BD, il y a 2 grands méchants, on va dire. 2 grands adversaires. Je crois que dans la version de base, il y en a peut-être 5, tu vois, un truc comme ça. Et donc, j'envoie aux éditeurs. Les premiers retours, c'est plutôt sur la lisibilité des regards et tout, que je dessinais pas exactement pareil que maintenant. Et les retours d'après, c'est un retour sur le scénario qu'ils trouvent pas assez bon, quoi. Et du coup, tout à l'heure, je te disais que y a un mec chez Dargo qui s'appelle Johan qui m'a aidé à retravailler le projet avant de le présenter à des éditeurs. Et en fait, c'est ça qu'on a fait, c'est on a retiré plein de persos. Il m'a dit t'auras pas la place en fait, il y en a trop. Il y a trop de personnages dans ton histoire, faut que t'en enlèves, faut qu'ils puissent un peu exister quoi. Et alors comment ça se passe ensuite sur l'écriture au global? Est-ce que tu fais d'abord vraiment un script complet sur la centaine de pages que tu vas faire, ou est-ce que tu fais un peu plus au fur et à mesure? T'as une idée très arrêtée de tout ce qui va être mis et comment tu vas le découper? Alors chaque projet est différent parce que j'essaie d'évoluer au fur et à mesure pour aller plus vite, moins galérer et tout, ouais, mais être plus efficace aussi. Ouais, sur Gorm j'ai réécrit le script je sais pas combien de fois. J'avais un script hyper calé, et c'est un peu un des trucs que je change, c'est que vraiment je crois que je sais plus, j'ai peut-être 18 versions du script, tu vois, genre où à chaque fois je réécrivais le dialogue, je les peaufinais à mort et tout. Faut pas faire ça pour chaque BD, hein. Tu t'en sortiras pas. Ça dépend de la vitesse. Mais du coup j'avais fait ça, et en fait à la fin, parce que 18 versions, mais il y a des versions c'est genre il y a une scène, je l'ai changé de place, tu vois, et c'est tout quoi. Mais bon bref, et en fait ce que je me suis rendu compte, c'est quand après je dessinais moi sur mes planches, il y a des trucs ça marchait pas. Et donc sur les suivantes, en tout cas celle que je fais en ce moment, j'ai écrit une première version du script, donc global, j'ai tout. Par contre, c'est presque mon premier jet sur les dialogues à chaque fois quoi. Et du coup, les dialogues, je vais les réécrire une fois que j'aurai les images, tu vois, les persos et les trucs qui bougent, parce que tu te rends compte des fois que dans le dialogue, t'as peaufiné une phrase ou un truc 20 000 fois, et en fait, quand tu dessines, tu te dis mais en fait, elle sert à rien, je peux la jarter. Et inversement, tu vois, où il y a des rythmes qui passent pas, ou des choses que tu veux dire, que tu dis à un endroit, en fait, tu peux les dire à un autre, enfin, tu vois, genre. Donc, sur Gorm, j'ai vraiment beaucoup réécrit tout. Après, j'avais tout un storyboard en entier, et après, c'est là où j'ai un peu plus, je me suis permis de faire un peu de crayonné, et puis un peu d'ancrage, et puis de jouer sur mes envies, quoi. T'as pas dessiné les planches dans l'ordre alors? Gorm, non. D'ailleurs, dans la BD, je sais plus si j'ai changé, mais dans la BD, il y a une numérotation sur mes planches. Sur l'original, et alors je sais plus si j'ai eu la patience de changer, mais il y a une page qui n'existe pas, il y a pas, je dis n'importe quoi, il y a peut-être pas la page 12, tu vois, parce qu'en fait justement j'ai pas fait dans l'ordre et je me suis foiré, je me suis pas rendu compte que qu'il en manquait une en fait, et du coup j'avais commencé à numéroter j'ai commencé par la suite, et vu que j'avais déjà tout numéroté, j'ai fait bah non, mais je vais pas tout me taper à écrire les chiffres, tant pis.
T'as une histoire qui est découpée en fait, enfin qui est où à chaque, enfin t'as un ensemble de séquences qui sont séparées par les jours, par chapitre, voilà, par les jours de chasse. C'était une façon aussi pour toi juste de mettre des temps de pause dans ton récit. Tu te sentais pas de tout enchaîner d'un coup. Tu te dis il faut quand même aussi vraiment marquer ces pauses là à chaque fois pour aussi l'ellipse temporelle que ça provoque. Je pense que la première chose, c'est que ça vient justement du début que je te dis où je commence par écrire des petites scènes qui sont un peu indépendantes. Et du coup, ça crée des espèces de moments où presque ça pourrait faire un fanzine, tu vois, genre une scène. Et donc ça vient de ça. Après, il y a, franchement, je me rappelle plus parce que c'était tellement des couches sur des couches. Mais il y a aussi une notion de pagination purement. Je me dis ça gonfle un peu la pagination. Et après, il y a aussi le fait que les chasseresses, j'avais envie de leur donner plus de présence sans leur en ajouter non plus. Tu vois, le fait de mettre un chapitre avec jour de chasse, c'est leur point de vue à elles, le genre de chasse, tu vois. Du coup, elles sont un peu là sans être là, tu vois. Il y avait un truc comme ça, un peu, on gardait un peu ce truc fantomatique où on les voit pas trop, mais en même temps, en leur mettant une présence, quoi. Et j'ai noté aussi que pareil, il y a un post où tu as quand même détaillé un peu les coulisses de la BD où tu vois qu'enfin, en tout cas quand tu l'expliques, ça a l'air d'être très conscient d'avoir le fait que les chasseresses ont une narration en récitatif et pas Gorm et Asta pour bien séparer que c'est vraiment deux groupes de personnages différents, mais même en termes de découpage que c'est elles qui ont droit à des cases carrées. Tout ça, c'était du processus vraiment très conscient en fait. Quand tu t'es dit bon maintenant faut dessiner, donc je vais vraiment penser à tous ces éléments. Bah c'est toujours pareil, c'est des couches en fait. C'est-à-dire que je fais un premier jet où il y a pas du tout ça, et puis après je découvre des albums en cours de visionnage où c'est en gaufrier, et du coup je fais des petits strips. Je les ai encore sur mon Insta en carré comme ça, parce que en parallèle pour un peu décompresser, j'avais fait le Character Design Challenge où j'avais écrit des persos de cow-boy, et j'avais envie d'écrire certaines des histoires que j'avais écrites en texte, j'avais envie de les faire en BD. Donc pour m'amuser rapidement, je les avais fait en gaufrier. Et en fait, en faisant en gaufrier, donc le gaufrier, je sais pas si les gens savent pas, c'est des planches où toutes les cases ont la même taille. Donc par exemple 6 carrés quoi. Et en gros, en faisant ça, je me suis dit putain, mais en fait c'est vachement plus simple de découper en gaufrier. Tu gagnes un temps de fou. J'aime bien le résultat et tout. Et j'avais aussi découvert une BD qui s'appelle Torpedo de Bernet, qui est tout en gaufrier comme ça. Et en fait, en réfléchissant, je me dis mais en fait je pourrais faire du gaufrier pour les chasseresses. Donc j'avais, tu vois, esquissé un peu leur partie, mais j'y galérais dessus, j'arrivais pas trop à les mettre en place. Et du coup je me suis dit mais vas-y, c'est pas mal, parce que du coup ça fait vraiment des moments où on a une autre type de narration. Et puis comme tu dis, il y a les voix off. Alors les voix off, il y en avait parce que une autre de mes inspi, c'était The Dark Knight Return de Miller encore, où justement je voulais que Gorm il dise j'ai mal au dos et machin, comme dans le Batman, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, ces trucs, à force d'épurer, j'ai jarté de plus en plus des voix off. Et même à la fin, je crois que sur les planches ancrées, je sais plus si c'est les planches ancrées ou le crayonné, mais du coup, très tard dans le processus, il y avait encore des endroits où il y avait des voix off, et j'ai fini par toutes les enlever pour Gorm, pour les garder vraiment uniquement pour les chasseresses. Et pareil, les chasseresses, ça me permettait, c'était encore une contrainte aussi de temps, de pagination, d'argent, de trucs comme ça. Je me disais, en fait, si j'ai besoin de plus les étoffer, et en même temps, je peux pas faire plus de planches parce que ça va encore me rajouter des planches sur mon projet. Ouais. Donc, la voix off est pas mal pour ça, parce que ça me permet d'en dire beaucoup plus en beaucoup moins de temps, quoi. Et surtout que t'as une contrainte, c'est que après, tu reçois ton avance pour faire ta BD en un temps donné. Donc, si tu t'en rajoutes, t'es pas payé plus. Et même l'éditeur peut te dire, non, en fait, nous, on a prévu un album de 100 pages, 120, c'est des cahiers en plus. Et donc, ça a ce coup-là sur l'impression et ainsi de suite. Moi, Dargo était plutôt cool pour ça. À la base, j'avais signé pour 90, mais je pense que l'éditeur, il se doutait que ça allait pas rentrer. Et là, je suis à 110, je crois, mais j'ai pu renégocier un petit peu dessous. Mais oui, et puis il y avait un truc où j'étais en mode, mais attends, j'en ai marre en fait. J'en peux plus de cet album, parce que vraiment le storyboard, par contre, c'est pour ça que je te dis que ça a été sur le fil, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Je crois que tu annonces en 2020 déjà que t'as signé. Ouais, c'est possible. Et donc la BD sort 6 ans plus tard. Donc, je crois que j'ai mis 5 ans, parce qu'en fait, il y a eu 2020, j'ai dû signer, je crois que j'ai mis 1 an pour le storyboard. Après, il y a genre 6 mois, 1 an où j'ai presque pas bossé pour des trucs perso. Après, je l'ai fini 1 an en avance, et ils voulaient la sortir au début de l'année, et je l'ai fini en début de l'année, donc ils m'ont fait attendre encore 1 an pour qu'elle sorte. Donc tu vois, ça a fait repousser. Mais je pense que je mets 4 ans, je pense, pour la faire, avec d'autres projets à côté. Il y en a 2 autres que j'ai signés au scénario, que j'écris en parallèle, tu vois.
Mais ouais, j'ai mis c'est un marathon. Ouais, c'était un enfer. Non, mais c'était un enfer. Mais en fait, parce que c'est le premier album, je le fais tout seul. Je fais c'est ce que je te dis. J'ai réécrit 20 fois le scénario et après j'arrive sur les planches. Et en fait, je me rends compte que les scènes que j'ai peaufinées, tu sais, et en fait, ça sert à rien. Il faut que je les retravaille et que je rechange des trucs. Et puis, ouais, il y a plein de trucs dans le storyboard que je savais juste pas faire. Je savais pas comment travailler. J'avais jamais fait sur des trucs aussi longs, tu vois. Les BD les plus longs que j'avais faites, c'était des fanzines. Ils font 12 pages, quoi. Donc là, tu en as 10 fois plus. C'est quoi qui te paraît enfin, que tu découvres vraiment, tu dis, ah merde, mais j'avais pas pensé que ce serait aussi galère. Il y a plein de choses. Bah, déjà, ce que je te dis, je pense que ça intéresse plein de gens, parce que je sais qu'il y a aussi d'autres auteurs qui nous écoutent et tout ça. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que déjà, la première chose, c'est arriver à se foutre un coup de pied au cul et bosser, quoi. Ouais. Parce que c'est dur de faire de la BD quand t'as pas envie, quoi. Parce que c'est pas genre tu vas à l'usine. Alors les métiers d'usine c'est 1000 fois plus chiant pour plein d'autres raisons, mais tu sais, tu fais un truc automatique, tu peux le faire en ayant la flemme, quoi. Là, quand t'es tout seul chez toi sur ton ordi, là où il y a juste à côté tous les jeux auxquels tu peux jouer la journée, ou YouTube machin et tout ça, et qu'il faut te faire violence pour t'y mettre, déjà c'est compliqué, tu vois. Faut trouver un rythme et arriver à t'y foutre et compagnie, quoi. Il y a ça. Après il y a le fait que quand tu fais du fanzine ou des histoires courtes, tu peux avoir un petit peu des petits automatismes, je sais pas, pour rentrer dans une scène ou des choses comme ça. Sauf que si tu fais ça sur un 110 pages, tu vas répéter 15 fois la même mise en scène, tu vois. Après, c'est pareil, il y a 1000 choses dans les décors, les personnages, les attitudes, les poses. En fait, sur un bouquin de 110 pages, t'as 1000 fois plus de choses à faire, tu vois. Et puis après, il y a tout le truc c'est ton premier album, donc tu te mets une pression qui est 1000 fois supérieure parce que tu vas sortir en bouquin, en librairie. Il y a des défis, genre moi, les défis, c'était les loups. Et pas petits défis parce qu'il y a quelques loups dans la BD. Et je savais pas du tout dessiner des loups, et ça c'est pareil, c'est des trucs tout bêtes, mais en fait je me suis dit vas-y, ça sera mon défi de l'album, ça sera les loups. Et en fait dessiner un loup, bon, à force de galérer, t'en dessines un, tu vois. Sauf que là je dois en dessiner 50 des fois par case, et du coup quand t'as une pause qui est dit, tu sais, par exemple il y a une scène où on les voit au-dessus, tu vois, et ils sont en train de charger sur Gorm, et en fait c'est trop dur à dessiner. Moi, je galère. Moi, je suis très mauvais en dessin. Je suis pas du tout techniquement, je suis très mauvais. Et du coup, je galère et j'arrive à en dessiner un. Sauf que si je le duplique 15 fois, ça marche pas, ça se voit. Donc, faut que j'arrive à en dessiner plusieurs suffisamment différents pour que ça marche, quoi. Enfin, tu vois, c'est un milliard de choses comme ça, quoi. Et t'en as quand même copié-collé quelques-uns alors, parce que... un tout petit peu, mais en fait, à chaque fois, tu modifies un peu un petit truc. Tu sais, je remodifie à l'ancrage. Des fois, tu fais la tête pas tout à fait pareil. Tu bouges un peu une oreille, une patte, un truc. Et c'est quoi alors? Parce que moi, là, je vois des planches faites au papier et à l'encre. Ouais. Mais tu me parles de numérique, donc c'est quoi? C'est à quelle étape, en fait? Enfin, c'est quoi ton process alors? Je fais tout numérique, moi, sauf l'ancrage. D'accord, oui. Ok. Donc, en fait, le crayonné et le numérique, parce que, en fait, mes planches, elles sont très, mais en fait, je pense qu'un des trucs qui me prend aussi énormément de temps, c'est la composition. Ma compo, elle est hyper précise. Si tu regardes des groupes de loups, tu sais, souvent il y a dans plein de BD, les gens ils vont pas fermer leurs traits pour montrer que le truc est derrière, parce qu'il y a des choses qui sont les unes derrière les autres. Moi, généralement, quand les choses sont les unes derrière les autres, elles sont pas vraiment, enfin, elles se touchent jamais vraiment, les traits, tu vois. Quand t'as des masses de loups, si tu regardes les masses de loups, ils sont, vus du dessus, ils sont toujours déconnectés et ils s'imbriquent presque les uns dans les autres comme un petit puzzle, tu vois. Et ça me prend des plombes. Donc ça, je le fais au numérique parce que si je le fais en papier, je peux pas le faire et moi, ça me rend fou. Et ouais, tu vas passer encore plus de temps. Ouais, je veux que ce soit bien composé. Puis c'est pareil, des fois, tu dis, ah putain, le perso est un peu trop sur la gauche. Donc là, pouf, je peux décaler toute mon image un petit peu, ou des fois, je me dis, ah, j'en ai fait trop ou pas assez, je veux zoomer, dézoomer, enfin, voilà, des trucs comme ça, quoi. C'était difficile toutes ces scènes parce que t'as quand même beaucoup de scènes d'action et je pense notamment même aux scènes de Berserk, en fait, de passage en mode Berserk, ce que t'appelles les scènes de drogue, puisque donc ils prennent le SOP pour pas passer en mode full rage, quoi. Et c'est notamment des séquences où il y a plus de cases. Et là, c'est super dangereux parce que tu dois guider avec tes personnages le regard du lecteur pour pas lire la scène n'importe comment. Et moi, je trouve que tu as réussi l'exercice, mais ouais, je me demandais aussi comment tu l'avais travaillé, parce que je pense notamment vers la fin, vraiment une séquence où tu vois Asta qui arrive vers ses adversaires, et en fait en dessinant plusieurs fois le personnage sur une seule page, t'arrives à lire le mouvement qu'elle fait et à voir comment les personnages interagissent avec cette action. Et je trouve ça super super fort, et en même temps je me dis que ça doit être super galère aussi à faire, parce que le moindre faux pas et tu casses le guidage des yeux. Mais je sais pas si j'ai toujours réussi tout le temps non plus, hein. Tu vois, là par exemple sur celle-ci là, c'est la première baston avec le soap.
je sais plus si c'est elle, j'ai un doute. Mais il y en a une en fait où j'ai fait l'erreur, c'est-à-dire que les pages se lisent donc d'abord la page de gauche et après la page de droite, et il y avait de la fumée dans les deux. Et je me suis dit tiens, ça serait marrant de faire le raccord entre les deux fumées, tu vois. Ouais. Et sauf que du coup, je pense que ça des gens, ça les a perturbés, ils sont partis, tu vois, ils ont de l'autre côté. Donc je suis pas sûr d'y avoir réussi tout le temps. Après, ce que je trouve, c'est que notamment dans cette scène, là où c'est pas trop grave, c'est que c'est une grosse baston bordélique contre plein de loups. Bon bah si tu comprends, je pense. C'est juste ça à comprendre, c'est la bagarre contre plein de loups et c'est le bordel et voilà. Mais en fait, je pense que je sais pas si c'est les planches qui m'ont le plus fait galérer parce que je trouve que ce qui est galère, c'est le nombre d'infos. Et en fait, si tu regardes ces planches, si tu prends chaque image comme une case, généralement, elles ont genre peut-être 4 cases, tu vois. Celles dont tu parles, là, elles ont vraiment très peu de cases. Donc, peut-être le truc le plus dur, ça va être de se dire, OK, comment, je fais en sorte pour que l'action se termine assez vite pour, tu vois, sans non plus paraître trop courte, que ce soit quand même un peu stylé et tout. Mais en fait, c'est du test, quoi. En fait, j'ai fait un test, je le fais lire, puis je refais, je remodifie, et voilà. Et après, c'est ce que je te dis, limiter au maximum le nombre d'infos que t'as à montrer, parce que vu qu'elles vont être un peu plus difficiles à lire et que ça va être plus un truc graphique, et pas essayer de trop en mettre non plus, parce que ça va être trop compliqué sinon, quoi. Tu disais avant qu'il y avait pas forcément cette thématique un peu sur le passage vers l'âge adulte. Ça s'est imbriqué comment dans ton histoire de Kill Bill Viking? En fait, je pense que t'as toujours une thématique qui vient en fait toute seule. Là, en gros, moi j'étais sur mon truc de baston, et puis après j'ai commencé à développer mes persos, et en plus mes persos sont un peu inspirés de. À ce moment-là, j'avais une nièce qui venait de naître, donc je la voyais avec mon père. Tu vois, il y avait des trucs. À la base, Asta elle était même encore plus petite dans les premières versions, encore plus proche de cette fameuse version de Kratos avec le gamin dans le landau, tu vois. Et en fait, à force, il y avait des potes qui disaient mais non, mais faut que tu la rebosses, Asta, que tu donnes plus de, là elle est trop molle, elle sert à rien et tout ça. Et en fait, à force de le retravailler, il y a un moment où je me suis dit mais putain, en fait c'est ça que je suis en train de parler de ça, quoi, tu vois. Et donc quand j'ai réalisé ça, là j'ai rebossé un petit peu des trucs, il y a des phrases tu les retournes un peu différemment, je sais pas, il y a une scène tu vas un petit peu la développer autrement, et du coup ça te donne la thématique. Mais moi la thématique elle arrive hyper tard, quoi. En fait, je m'en suis rendu compte en faisant l'album, quoi. Et donner une voix à Asta, c'était difficile ou pas? Parce que quand tu lis à voix haute, tu sens bien effectivement que c'est une gamine, quoi, avec ce papy qui est répété souvent. Enfin, je trouve que ça marche bien, mais je me demande aussi si c'est évident, quand t'es un adulte comme ça, d'essayer de te rappeler comment après, vu je sais pas quel âge a ta nièce, mais peut-être qu'en parlant avec ta nièce, ça t'a aidé aussi à avoir ça. Alors, en fait, mais... Asta, ça n'empêche, un gros truc du scénar au début. Mes éditeurs, ils faisaient que me dire, mais là, tu l'as fait vraiment parler comme une idiote et tout. Et en fait, le problème, c'est que ma nièce, au début de l'écriture, j'avais noté des phrases de trucs, comment elle parlait et tout. Sauf que vraiment, au moment où j'ai commencé, elle parlait vraiment comme un petit bébé, quoi. Donc, elle faisait pas des bonnes phrases. Et après, au fur et à mesure des réécritures et tout ça, les éditeurs me disaient, mais en fait, c'est pas crédible. Je veux dire, des fois, elle se bastonne et tout. Ça peut pas être une gamine de 2 ans. Donc forcément, elle parle mieux, quoi. Et donc, à force, on a fait des allers-retours où j'enlevais des petites phrases, des trucs, des machins. Donc, il en reste toujours, tu vois, un peu dans sa manière de parler. Et je pense que je me suis inspiré. Moi, j'ai 2 nièces. Je sais pas, tu les écoutes. Mais c'est pareil, Gorm, tu vois, Gorm, j'essaie de le faire les phrases les plus courtes tout le temps. Il va toujours à l'essentiel, quoi. Il va pas trop dire, si je peux dire les choses de manière plus courte, souvent je réécris de manière plus courte. Mais ça, c'est pareil, c'est des couches, c'est genre à force de réécrire. Et tu disais que on t'avait fait retravailler les regards de tes personnages au départ, enfin les premiers retours que t'avais eu sur un peu leur expressivité. Ouais, alors mais ça mais aujourd'hui je me sens con. En fait, à l'époque, vu que j'ai un style qui est quand même assez marqué, à l'époque je faisais les yeux, je le fais encore un peu, mais vraiment je mettais une barre pour les yeux, juste une barre. Et en fait, c'était un peu pour moi, mais je pense que c'est un truc d'étudiant, ça, être jeune dessinateur, c'était un peu mon style, tu vois. C'était ma marque de fabrique et tout. Et à chaque fois que je montrais à des gens, ils disaient, mais là, on comprend rien, en fait. On voit pas les yeux. Déjà, tu fais pas de nez. Tes persos sont hyper graphiques. Des fois, ils ont des proportions pas possibles. C'est pareil, Gorm, dans les premières versions, il avait vraiment presque un bossu, donc il avait la tête au milieu du bide, limite. Donc les gens, ils comprenaient rien, tu vois. T'avais un espèce de rond au milieu d'un rond. Ils voyaient pas où avec une barre, tu vois. Il y a pas de nez, il y a pas de point pour les yeux, rien. Donc ils comprenaient trop mal, et en fait ça me vexait au début, et je me disais mais non, mais si je change ça, ce sera plus mon style et tout. Et puis un jour, vraiment sur les caractères design du dossier, j'ai fait pouf, j'ai ajouté 2 points, et j'ai fait putain, t'es vraiment trop con, ça change rien, quoi. Ça change rien, et juste on comprend mieux, quoi. Et donc à partir de là, j'ai commencé, parce qu'il y avait un éditeur qui m'avait réclamé des planches justement pour me dire j'aimerais bien voir une planche où c'est plus d'émotion et tout, pour voir un peu si
si on va bien comprendre. Et donc, vu que je savais qu'ils voulaient bien comprendre, j'avais donné le paquet, tu vois, j'avais essayé de leur faire des grandes bouches et des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, putain, mais j'aime bien dessiner, tu vois, dans mes dédicaces, je l'ai fait tout le temps en train d'hurler avec la bave et tout, machin. Mais en fait, c'est rigolo de faire ça. Et ce que je me suis rendu compte aussi, en bossant, ça fait partie des choses, tout à l'heure, on parlait des difficultés, c'est qu'en fait, à un moment, on a beaucoup ce truc quand tu commences à faire de la BD, le rapport au style qui est hyper important, on veut trouver son style et tout, mais en fait on s'en fout du style. Ce qui est important, c'est qu'on comprenne tes dessins, et il y a un moment tu dis bon vas-y, oui, ma main elle est pas dans un style comme je voudrais, mais en fait on comprend la main, quoi. Tu sais, moi j'aime bien faire des boules. Bon il y a des fois, tu vois, genre là il y a une main avec un couteau, faut qu'on comprenne les doigts et la main parce qu'il y a un gros plan, quoi. Je vais pas faire une boule tout le temps, quoi. Même si, objectivement, moi, ce que je préfère, c'est faire des mains boules parce que je trouve que graphiquement, c'est joli et ça me fait rigoler et tout ça, tu vois. Mais il y a des moments, tu te dis, bon, attends, en fait, là, t'es en train de raconter une histoire. L'important, c'est qu'on comprenne ton histoire, pas que le perso, il ait le style, je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Puis c'est dur de dessiner les doigts. Ouais. Pour moi, je trouve. J'arrive pas. Je trouve ça absolument abominable. Il y avait aussi une question sur, juste sur la couleur, notamment que le jaune très marqué pour le SOP. Je sais pas, tu mentionnais Sin City avant. Alors là, on n'est pas dans une BD qui est en noir et blanc. Mais le fait d'avoir quand même un élément visuel qui sera utilisé d'une couleur et d'une seule couleur dans toute l'histoire, c'est inconsciemment, ça vient de là aussi, ou c'est juste une décision que t'as prise avec ta coloriste? Et ça c'est pareil, c'est encore des couches. C'est-à-dire que ma coloriste, en fait, avec des couches partout, en fait. Mais oui, c'est que des couches. Mais ça a pris tellement de temps que forcément il y a des trucs, tu reviens dessus 1000 fois. En fait, ma coloriste, au bout d'un moment, je crayonnais toute une scène, je l'ancrais, et pendant que je l'ancrais, je crayonnais la suivante, et ainsi de suite. Et du coup, je lui envoyais au fur et à mesure, et une des premières scènes qu'elle avait terminées, c'est la scène dans la halle quand ils sont en train de faire du soap, justement. Et donc là, à chaque fois, on essaie d'avoir grosso modo 2 couleurs, dont une qui est très marquante et un peu pétard, quoi. Et là, cette couleur pétard, c'était du jaune à ce moment-là. Et donc la scène marche super bien, les couleurs sont belles et tout, je kiffe, machin. Et on avance, et après on se met à chercher les couleurs pour quand il y a le soap, où là je lui dis je veux un truc psychédélique, je veux qu'on sente que le mec il est plus là, quoi. Enfin genre, sauf que le problème c'est que d'habitude j'aime aussi les couleurs psychédéliques, donc il fallait qu'on aille encore plus loin, tu vois. Donc c'est ça, on a fait beaucoup de recherches, et au bout d'un moment on a trouvé donc ce jaune et cette espèce de je sais pas, rose fluo là. Et je sais plus comment on en est venu, mais on s'est dit mais putain, en fait faut qu'on garde le jaune, mais que pour le soap, quoi. Et donc on a repris les anciennes colos et on a jarté les jaunes. Et c'est là où dans la scène dont je parle, le jaune c'est devenu une espèce de vert bleu menthe un peu, tu vois. Mais ouais, du coup ça a été actif de se dire, mais ça a été très chiant ça, hein, parce que du coup pour trouver des ambiances sans jaune, il y a des fois c'est relou, quoi. Surtout qu'il y a beaucoup d'ambiances différentes dans l'album, mine de rien. Oui, avec des moments beaucoup plus calmes, des moments pleins de colère, de tristesse aussi. Ouais, mais même en termes de couleurs, il y a quand même, je sais plus combien il y a de couleurs différentes, mais il y en a un paquet, hein. Il y en a une, deux, enfin je sais pas, mais il y en a vraiment beaucoup, plus que dans beaucoup d'albums, je pense. Et ça, c'était quelque chose dès le départ aussi, tu voulais pas le faire, c'est ce que t'as dit avant, que tu te sentais pas forcément à l'aise sur les couleurs, donc dès le départ, il y avait cette envie de dire, ok, quelqu'un d'autre va s'en occuper? Pas du tout. Non, t'as essayé. Ça, c'est toujours pareil, c'est vu que j'ai mis trop de temps dessus. Ouais. À un moment, j'ai fait, attends. T'avais plus là, choix. tu viens de faire, non, c'est même pas ça. Non, parce que de toute façon, j'étais tellement explosé tous les délais que je pouvais bien exploser encore, ça changeait plus rien. Mais non, mais en fait, j'avais fait storyboard, crayonné, ancrage. J'ai fait, si je reviens encore une 4e fois sur ces plans, je me flingue, j'en peux plus. En fait, j'ai plus envie de les voir, quoi. Donc, j'ai contacté une coloriste et je suis très content parce que, en fait, on a beaucoup. Pascal, elle est très. En fait, elle s'en fout, quoi. Tu lui dis fais ça, elle va faire ça. Elle a pas d'ego de trucs. Et en fait, donc on a beaucoup parlé de ce que je voulais, de mes références et tout. Elle cherchait des palettes. Je pouvais parfaitement lui dire, en fait, j'aime pas cette palette. Fais-en une autre. Et du coup, des fois, ça a été un peu galère, machin, mais on a fini par en trouver. Et quand on en trouvait, en gros, elle appliquait. Elle a une manière de coloriser qui est un peu tranquille, on va dire, un peu plan-plan des fois presque. Et moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai envie de tout péter. J'ai envie que les persos soient à plat, qu'ils soient tout rouge et machin, et truc. Il n'y a pas de détails. Et tu vois, genre, le plan du fond, il est d'une couleur. Le plan de devant, il est d'une autre couleur. Le perso est d'une autre couleur, etc. Et en fait, elle faisait sa colo un peu plan-plan, elle, avec, tu vois, une couleur pour les habits, une couleur pour la peau, etc. Et après, moi, j'arrivais et je voulais tout péter. Et là où c'était trop bien, c'est qu'elle mettait plus de détails que moi, ce que j'en aurais mis, tu vois, sans qu'on rentre dans des niveaux de détails de fou, mais il y avait plus de subtilité dans ces couleurs que ce que moi j'aurais eu. Et
pour la baston, je la poussais un peu à dire allez vas-y viens, là on y va un peu, tu vois, on s'en fout, on balance du fluo et compagnie, tu vois, et puis les persos on les fout en aplat, des fois on gère tous les détails pour que ce soit plus clair et plus impactant. Et à la fois, elle, sur des scènes plus calmes, moi je voulais tout péter, elle me disait mais attends, là il se passe rien, en fait ils sont en train de parler tranquillement, donc on va pas commencer à les foutre tout rouge fluo et tout ça, et du coup ça crée une équipe qui est, je trouve, assez cool. Comment tu te sens au bout de 4 ans de bande dessinée que tu vois enfin les premières épreuves et même quand la BD sort en début d'année? Alors la sortie de la BD, étrangement, ça m'a rien fait en librairie. Enfin ça ouais, je sais pas, je l'ai pas réalisé. Je pense que le truc que j'attendais le plus, c'était avoir l'objet dans les mains. Ça m'a fait quelque chose, le recevoir, et j'étais en mode waouh putain, j'ai la BD, elle existe, l'objet. Puis moi j'ai plein de BD chez moi, j'adore les objets, j'ai plein de sérigraphies, des trucs comme ça. Du coup le truc physique, c'est ça que j'attendais de fou quoi. Mais c'est dur à décrire, je sais pas, j'étais trop content, un peu triste, un peu flippé aussi, parce que en fait il y a un espèce de truc où moi sortir mon album, c'était un peu mon rêve de ma vie, tu vois, et là c'était fait. Ouais, et qu'est-ce qui se passe après? Et non, mais tu sais, ça fait un peu. T'as accompli ton rêve, bon, so what's next? Ben c'est ça, en fait, ça fait un peu prétentieux de dire ça parce que j'ai pas non plus gagné la Coupe du Monde, tu vois, mais il y a un truc de se dire, bah ouais, mais maintenant, est-ce que j'en fais un autre? Est-ce que j'ai le goût? Alors, j'en avais déjà signé 2 autres au scénar. Donc ça, c'était cool parce qu'en plus, c'est moins mes projets, c'est des trucs que je fais avec d'autres gens. Enfin, tu vois, c'est pas le même rapport. Ouais, tu partages, ouais. Mais du coup, le suivant, au début, j'ai eu un peu ce truc de me dire, mais attends, est-ce que j'ai encore envie d'en faire un autre? Est-ce que j'ai des trucs différents à raconter? Est-ce que je suis pas en train de juste de refaire la même BD? Donc c'était un peu particulier quoi. Ça faisait un peu, je sais pas, Baby Blues peut-être, je sais pas. Mais du coup oui, j'étais trop content moi de voir l'objet surtout. En plus je suis trop content de l'objet. Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant dans mes projets? Ouais. Bah là j'ai fini les 2 scénarios que j'ai coécrits. Il y en a un autre qui va sortir chez Combo et un chez Ankama. Et là je suis en train de faire mon prochain projet solo, je suis en train de storyboarder. Et mon but c'est de mettre 1 an. Mais pour mettre 1 an, parce que je suis pas fou, je veux bosser plus vite, mais je sais, je connais aussi mes limites. Je fais un 46 planches. En 2026. Oui. Un 46 planches. Et ça a été très compliqué à négocier le 46 planches. Parce que les gens, ils sont en mode, mais 46 planches, ça marchera pas. En plus, dans ton style et tout, ça va pas. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, pourquoi ça marcherait pas? Quel exemple t'as à me donner qui fonctionne pas? Il y en a pas. Et après, il y a pas mal de 46 planches assez modernes, mais qui datent plus des années 2000. Tu vois, t'as la collection Poisson Pilote chez Dargaud avec du Bruno, du Blin. Et c'est un peu mes rêves, quoi. Et donc, ça sera un western. On suivra un chasseur de primes et dans chaque tome, il traquera une cible différente. C'est Billy et Bub, ouais. Ah, Bub. D'accord, okay. Donc ça, c'est du 46, du 46 que tu vas faire. Et pour moi, ça avait trop de sens parce que j'aimerais que ce soit une série de one-shot. Donc, série de one-shot en BD, c'est quand même classiquement du 46 planches. Quand on fait une série, il faut sortir le plus vite possible, genre un album par an. Moins il y a de pages, plus je peux sortir un album par an. Comme je l'ai dit plein de fois, j'en ai chié sur Gorm, donc je voulais un truc plus court. Moi, j'aurais aimé faire un 30 planches format comics, quoi. J'aurais trop kiffé. Mais ça n'existe pas. Donc, en fait, à un moment, je me suis dit, bon, ça n'existe pas. J'ai regardé ma bibliothèque, je fais, c'est quoi le format le plus court de la bande dessinée? 46 planches. J'ai regardé les Schtroumpfs, il y a genre 12 cases par planche. J'ai fait, en fait, c'est mort parce que je vais mettre 2 fois plus de temps pour faire ça. Et après, je suis retombé sur des trucs de Blin, justement, de Sphare et tout. Tu vois, chez du Rabbin où il y a genre 6 cases. Et je fais, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et notamment, encore une fois, le truc qui m'avait influencé pour les 6 cases avec les chasseresses, Torpedo. Où là, c'est du noir et blanc, 46 pages et 6 cases par page. Et où je me dis, mais en fait, il y a un truc qui me fait kiffer là-dedans dans le fait d'optimiser et dans le fait d'avoir une nouvelle aussi. Parce que dans Gorm, c'est un peu ce que je me suis dit, notamment la scène date fine, pour moi, ça pourrait être un tome complet, quoi. Ouais. Et j'ai dû la réduire à mort sur plein de trucs. Et en fait, je voulais faire ça. Je voulais me dire, ok, tu prends une idée, tu en fais une histoire complète. Ouais, parce que c'est vrai que t'as presque ce personnage qui se rajoute en plus et qui vient étendre d'un coup aussi toute la mythologie, enfin tout ton univers, alors que jusqu'à là, en fait, on était concentré sur Gorm, Astra et les chasseresses, quoi. Ouais. Et d'un coup, effectivement, tu rajoutes tout un autre pan d'univers que t'aurais pu te garder pour un tome 2. Ouais, et puis en termes d'idées, je te dis, il y a plein de choses. Je voulais en faire. Enfin, j'aurais aimé en faire plus avec ce perso, tu vois. C'est peut-être très bien comme ça, d'ailleurs, parce que du coup, tu vois, il y a un truc plus efficace, peut-être plus mystérieux, et puis il y a peut-être des choses aussi que je me serais répété, ou ça aurait été redondant ou chiant, quoi, mais il y a quand même ce truc de me dire, là, je sens que j'avais un tome complet potentiellement, quoi. Okay, ouais. Et donc voilà. Donc ouais, là, j'essaie d'avoir un méchant
une action un peu clé, tu vois, et après on construit autour pour que ça soit une histoire, quoi. Mais est-ce que tu as envie de labelliser ça comme le Lucky Luke moderne? Non, moi ça serait plus, je pense plus BD d'aventure. Moi je trouve que du coup j'ai relu beaucoup de westerns, genre tu vois des Blueberry ou des trucs comme ça. Et en fait la vraie BD d'aventure comme ça, je trouve on en a plus tant que ça, quoi. Tu vois, la BD d'aventure où t'es juste en train de, je sais pas, où chaque page de droite t'as envie de vite tourner parce qu'il y a tout le temps des rebondissements. Surtout que souvent ces albums-là, quand j'ai relu, c'est beaucoup des trucs où qui étaient prépubliés et où du coup tous les 5 pages t'as presque un, tu vois, un page turner, un cliffhanger ou un. Et je trouve ça assez cool, tu vois. Alors je suis pas exactement là-dedans en vérité, mais c'est un peu l'idée que je voudrais. Moi, de toute façon ma grosse rêve c'était la même sur Gorm, c'est genre c'est plus dans l'anime, c'est genre Tartakovsky avec Samurai Jack et Primal. Ouais, Primal, ouais. Primal, c'est pareil, tu vois, c'est comme Kratos. On dirait que c'est une de mes rêves, mais en fait, il a sorti le premier épisode, j'avais fini le storyboard. Et j'ai fait, mais non! Il a fait presque la même histoire que moi. Copié. T'as été copié. Ouais. Par Tartakovsky. Mais c'est vrai que c'est intéressant juste ce côté de vouloir revenir à quelque chose de plus court, en fait, aussi, de revenir sur de la série, parce que oui, c'est aussi un constat mais après que beaucoup de gens font, sur ce que la BD en France est devenue sur la création ou. Puis le prix d'un album, quoi. J'allais y venir là-dessus aussi, quoi, sur à la fois, bah oui, parce qu'en fait, plus c'est épais, plus ça demande de pages, donc plus le prix de vente va aussi augmenter. Là, effectivement, mais c'est marrant, parce que je crois que c'est quoi, c'est Dargo qui lance sa nouvelle collection cet été, de format court. Que je voulais faire, moi j'aurais proposé ça, Dargo. Alors ils m'ont pas du tout copié, hein. Mais quand j'étais en train de faire parce que ça date de longtemps cette envie de faire du court, quand j'étais en train de faire Gorm, et j'avais plein de potes parce qu'il y a plein d'auteurs qui en ont marre, et puis tu sors moi que ça te fait des projets qui te prennent 2 à 3 ans et puis t'es même moins payé aussi du coup, oui, au rapport enfin tu vois, et puis enfin moi genre il y a plein de gens, moi c'est 120 pages donc presque c'est court, tu vois, aujourd'hui, mais quand il y a des gars ils font 250 pages, ils sont au bout du rouleau, quoi. Et puis moi ce que j'aime c'est peaufiner mes planches, quoi. J'ai pas envie d'aller dans une visée. Moi je veux, tu vois, tous les trucs dont tu parles là dans le petit making of sur Insta où on parle de comment j'ai pensé les planches et tout, c'est ça ce qui m'intéresse, tu vois. Sauf que ça prend du temps. Il faut revenir dessus, il faut réfléchir, il faut tester, il faut, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, je parlais avec beaucoup de potes qui en avaient marre et je me suis dit, putain, mais en fait, aujourd'hui, on a plus de trucs en bande dessinée pour faire du court. Tu peux plus. Il y a plus de revues de bande dessinée, il y a plus. Tout ça, c'est un vrai, Après, de toute façon, on a déjà, ça fait longtemps que, le modèle de rémunération des auteurs de BD a changé parce que c'est plus à la page justement pour la prépublication, mais c'est devenu les avances sur droit. Donc ça, je pense que ça a aussi participé en tant que tel un petit peu à la disparition de la presse BD. Mais en fait, c'est multifactoriel parce qu'il y a plein de choses qui expliquent pourquoi la presse. Je pense que c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes qui en achetaient et qu'aujourd'hui ils lisent plutôt du manga. Il y a peut-être un truc un peu ringard, tu vois. Ouais, non, mais en même temps, t'as pas non plus. Enfin, là, t'as Manga Isho qui s'est lancé l'année dernière, mais je sais pas non plus quelles sont leurs ventes, mais c'est plus un acte d'aller acheter de la BD au format kiosque, en fait, et d'aller dans des kiosques qui se fait de plus en plus rare, parce que même si tu regardes c'est sûr qu'on a la culture du livre, en plus, en France. On a beaucoup la culture de l'objet, le bel objet, quoi. Aussi, quoi. Donc mais en tout cas, c'est sûr que les auteurs s'y retrouvent pas forcément, avec ça, parce que, effectivement, les gens veulent aussi avoir un certain temps de lecture, il y a des gens. Ouais, mais ça, tu vois, c'est pareil, on m'a beaucoup vendu ça en me disant, mais les gens, ils veulent des trucs longs, je suis en mode, mais je suis sûr que non. En fait, mais pas forcément, en fait, quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui veulent des trucs courts, sauf qu'ils en ont pas. Et peut-être que, tu vois, c'est peut-être, je dis n'importe quoi, c'est peut-être 10% des gens qui veulent du court, mais il y a pas de court aujourd'hui en BD. Ça n'existe pas pratiquement. Et bon, après, moi, je suis très content parce que du coup, chez Dargo, avec mon éditeur à qui on a fait Gorm, il était chaud. Mais ça a été compliqué. Il y a beaucoup d'éditeurs avec qui j'en ai parlé, ils m'ont dit ben non, on aimerait faire plus long, on veut le même projet mais en 100 pages. Non, en fait je l'ai écrit en 46, je vais pas en faire 100, quoi. Oui. Et puis il y a un exercice, c'est ce que je te dis, je trouve qu'aujourd'hui on perd aussi ce truc, pas dans toutes les BD, mais il y a beaucoup de BD où je me dis putain, on aurait pu jarter 50 pages, ça aurait été mieux, quoi. Et parce faire un petit effort de synthèse, quoi. Ouais, on a perdu ce truc de, tu vois, de je sais pas, d'aller, que chaque scène soit vraiment importante, quoi, et impactante, quoi. Ok, bah écoute, on verra comment. Ouais, peut-être que je vais me foirer. Hein. Bah oui, c'est ça, parce que les gens ils vont dire ah ouais, ok. On t'attend maintenant. On t'attend maintenant. Bah c'est bien parce qu'au moins ils iront lire ta BD. Donc quelque part, c'est bien. T'as fait un bon rage bait là en fait. S'ils l'ont acheté, c'est bon. Après je m'en fous. Moi. Voilà. Trop bien. Bah écoute, on verra bien. Ça doit sortir en 2026 déjà ou non, 2027. Non, plutôt 2027. Alors ouais. Billy Hubbub. Alors je sais pas quand ça va sortir. Moi je dois le finir en 2027. Et je pense que je vais y arriver. J'espère.
En tout cas, j'aurais pas autant de retard que sur Gorm. Ça, c'est sûr. Ça marche trop bien. Bah écoute, on suivra ça avec attention. Merci beaucoup de ton temps, Neb. Bah merci à toi. Et donc, je vous rappelle que Gorm, c'est disponible en librairie dans le label Combo chez Dargo. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour en librairie pour vous procurer cet album. Et vous pouvez partager ce podcast surtout s'il vous a plu, que ce soit pour faire découvrir l'émission ou mettre en avant le travail de nos invités. Et s'il vous reste des sous après être allé en librairie, n'hésitez pas à nous verser un petit tip sur notre plateforme Tipeee. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Puis Neb, je te dis à très bientôt. Salut. Ciao.